Mes chers élèves, bonjour. Me voilà de retour, encore une fois pour vous. Alors, je rappelle un petit peu l'objectif de ces séances. C'est une révision, c'est-à-dire que les projets sont susceptibles d'être vus, connus, compris. Donc, encore un petit rappel, pour essayer de vous montrer la différence entre un récit neutre, objectif, dans le texte historique, et un récit où il y a de l'argumentation, où il y a de la subjectivité. Bien. Alors, c'est parti, nous commençons. Dans un récit objectif, l'énonciateur rapporte des faits sans aucune implication de sa part. On l'a déjà dit. Alors, nous avons, voilà, je vous ai préparé un exemple de récit historique objectif, neutre et objectif. L'histoire de l'aspirine. Pourquoi je vous ai fait ça? Pour vous dire que si jamais dans un examen de baccalauréat, vous allez trouver ce genre de texte, ne pensez pas directement à travers le titre que c'est un texte expositif qui n'a rien à voir avec l'historique. Non, non, il faut le lire. Alors, l'histoire de l'aspirine commence en réalité il y a près de 4000 ans. Les papyrus égyptiens, datés d'environ 1550 avant notre ère, qui résument des connaissances médicales, antérieures de plusieurs centaines d'années, mentionnent l'utilisation contre la douleur de décoction de feuilles de saule blanc. Hippocrate, et Hippocrate, ce n'est pas un nom qui est inconnu pour vous, rappelez-vous le serment d'Hippocrate, quand on dit Hippocrate, serment d'Hippocrate, on pense automatiquement à la médecine. Hippocrate, 460-377 avant Jésus-Christ, conseillait, pour soulager douleur et fièvre, un jus préparé à partir de l'écorce du même arbre, c'est-à-dire le saule. Les bienfaits du saule en médecine étaient connus aussi bien dans l'Amérique précolombienne et en Asie qu'en Europe. Le saule, c'est la source première de l'aspirine. Le saule, c'est la source première de l'aspirine. Les bienfaits du saule en médecine étaient connus. Bon, là, le texte est revenu dans l'Amérique précolombienne et en Asie qu'en Europe. Le saule, c'est la source première de l'aspirine. Le héros officiel de la saga de l'aspirine est un jeune chimiste allemand, Felix Hoffmann, 1946, employé par la firme Bayer et Compagnie. La société qui fabrique des colorants s'intéresse à la chimie pharmaceutique. Un autre chercheur du département pharmaceutique de Bayer, Arthur Eichengrün, entreprend secrètement des essais chimiques, plutôt cliniques, sur lui-même. Ces essais, ces derniers, c'est-à-dire ces essais, confirment son efficacité. En 1900, Felix Hoffmann obtient un brevet auprès du Bureau des brevets aux États-Unis. Le brevet d'exclusivité pour la fabrication de la marque aspirine est confirmé en 1904. Mais en 1905, la Grande-Bretagne rejette le brevet. En 1908, l'aspirine est commercialisée en France. En 1919, le nom de marque aspirine tombe dans le domaine public. Alors, j'ai écrit juste Science et Vie, janvier 1997. Je ne voulais pas écrire l'auteur, qui est Alexandre Dorozinski, voilà. Et pourquoi? Parce que le texte, il n'est pas intégral. Moi-même, je l'ai tronqué pour mes apprenants, pour ne donner que l'essentiel, parce qu'il est long, et je voulais juste donner l'essentiel. Bien. Alors, on va essayer de repérer l'objectivité du texte et son authentification. Pourquoi on parle de texte historique? Alors, ici, évidemment, tout le monde a compris que le thème, c'est l'aspirine. Le thème, c'est l'aspirine. Donc, quand on dit le thème, généralement, le thème, il est là dans le titre. Mais si vous n'avez pas de titre, essayez de repérer le début. S'il y a un chapeau, il y est dans le chapeau. Sinon, c'est le début. Ou alors, c'est le mot qui revient souvent dans le texte. Le thème, c'est facile pour les élèves. Ils peuvent facilement le repérer. Alors,
Nous avons, si vous avez remarqué dans ce texte, nous avons la présence de noms propres. Alors, quand on parle de noms propres, soit des noms de personnes, soit des noms de régions. Soit des noms de personnes, soit des noms de régions. Ici, nous avons Hippocrate, nous avons Félix Hoffmann, nous avons Arthur Eichengrün, ce sont des Allemands. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi des indications temporelles, c'est-à-dire des dates ou autres. Quand je dis des dates ou autres, quand on a des dates absolues. Mais quand je dis autres, ça peut être des dates relatives par rapport à quelque chose. Par exemple, quand je dis après la guerre franco-allemande. Après la guerre franco-allemande, il n'y a pas de date, mais c'est une date relative. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, on a déjà situé cette guerre. Alors, nous avons 4000 ans, 460-377 avant Jésus-Christ, nous avons 1968, 1946, 1900, 1904, 1905, 1908, 1919. Vous savez que les dates ici pullulent, il y en a beaucoup. Bien. Nous avons des lieux. Nous avons l'Égypte, l'Amérique précolombienne, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Et nous avons aussi les faits. Ce sont des recherches médicales et pharmaceutiques. Bien. Toutes ces indications que nous venons de citer authentifient le texte historique, c'est-à-dire qu'ils répondent aux caractéristiques du texte historique. Je vous avais dit que la dernière fois, le texte historique était composé de dates, de lieux, de noms propres et d'événements. Alors, le champ lexical dominant est celui de la médecine, vous l'avez constaté. Il y avait le mot pharmaceutique. Donc, je reviens un petit peu au texte de petites minutes. Regardez, pour le champ lexical. Alors, nous avons l'aspirine. Voilà, nous avons l'aspirine. Regardez, la douleur, décoction, Hippocrate, soulager, douleur, fièvre, l'écorce, bon, un jus préparé à partir de l'écorce, médecine, l'aspirine. Bon, on a le mot médecine, le mot aspirine qui revient. Donc tout ça pour montrer que le champ lexical ici, c'est voilà, c'est celui de la médecine. Alors, attention, mes chers apprenants, il y a une différence entre le champ lexical et le champ sémantique. Je vais vous faire un petit topo sur ça la prochaine séance. Comme ça, vous n'allez pas tomber dans l'erreur. Alors, l'énonciateur apparaît-il dans le texte? Y a-t-il dans le texte des marques de subjectivité? Des indications révélant la présence de l'énonciateur? Et pourquoi? Ça, c'est très important. Alors, l'énonciateur, évidemment, à aucun moment donné, on a vu la présence de l'énonciateur ou on a soupçonné la présence de l'énonciateur. Alors, l'énonciateur n'apparaît pas dans le texte. On ne trouve aucune marque de subjectivité, implicite ou explicite, parce que vous savez qu'on peut trouver on peut trouver des marques de présence de l'auteur, soit implicitement, soit explicitement. Alors, nous allons voir ça la prochaine fois. Alors, nous avons absence de pronom personnel, absence d'opinion et de jugement, donc il n'y a pas de subjectivité. Alors maintenant, on va répondre à pourquoi. Pourquoi l'auteur n'apparaît pas? Eh bien, il s'efface au profit de l'événement et des personnages. Donc l'auteur, il s'efface au profit de l'événement et du personnage. L'auteur, pour lui, ce qui est important, c'est que tu saches ce qu'est l'événement, c'est quoi comme événement, et qui sont les auteurs de cet événement. C'est ça ce qui est important pour lui. Alors, la question
qui revient pas souvent, mais toujours, c'est quelle est la visée de l'énoncé? C'est-à-dire, quelle est l'intention de l'auteur? Que veut nous faire l'auteur? Est-ce qu'il exprime un point de vue? Est-ce qu'il informe? Les énonciataires, regardez tout à l'heure, je vous avais fait la petite remarque concernant les énonciateurs, hein? C'est-à-dire le destinataire. Est-ce qu'il explique quelque chose? La bonne réponse, c'est il informe les énonciataires, hein? C'est-à-dire les récepteurs. Donc, quelle est sa visée? La visée, elle est informative. Donc, dans un discours, n'oubliez jamais ça, dans un discours historique, neutre et objectif, la visée est informative. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Par souci de neutralité et d'objectivité, l'énonciateur prend ses distances par rapport aux faits, c'est-à-dire il s'éloigne. Il se contente de rapporter des faits en précisant le ou les auteurs et en indiquant le moment où ces faits se sont produits. Alors attention, pourquoi je vous ai fait ça? Parce qu'il se pourrait que, à l'examen du baccalauréat, vous tombez sur un récit, sur un texte historique neutre et objectif. Et on vous pose la question, justifiez l'objectivité. Est-ce qu'il est subjectif ou objectif? Justifié. Bon, pourquoi tu justifies? Alors, évidemment, tu dois justifier. Comment? Tu as compris. Alors, tu vas dire que l'auteur, ici, il prend ses distances parce que sa visée, elle est informative et parce que, alors, il rapporte des faits en précisant les auteurs et en indiquant le moment où ces faits se sont produits. Les auteurs et les faits. C'est-à-dire que l'auteur, ici, il veut juste informer de quelque chose. On est d'accord? Bien. On va voir un petit peu la... pardon. Donc, si je résume tout ça, en 2 mots, je dirais quoi? Si tu tombes sur un récit neutre et objectif, alors que les récits neutres et objectifs constituent à peu près les 10% des récits historiques, des textes historiques. Parce que généralement, on vous demande toujours quel est votre avis, ou qu'est-ce que vous en pensez, ou relever les marques de subjectivité. Donc, les récits historiques sont généralement beaucoup plus subjectifs qu'objectifs. Mais, il y a toujours ce mais. Si vous tombez sur un sujet où il y a le récit historique neutre et objectif, attention, si vous voulez justifier, vous dites absence d'embrayeur, d'indice de personne, absence d'opinion, par souci de distanciation et pour rapporter des faits objectivement. J'espère que vous avez compris. La séance prochaine, je vais vous ramener un petit texte subjectif, hein, et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Et nous entamerons ce que j'ai dit tout à l'heure, les questions qui reviennent beaucoup à l'examen du baccalauréat, et nous allons essayer aussi d'appréhender des sujets de bac. Et j'espère que vous avez compris. Sur ce, c'était Madame Hassoun, votre professeure de français. Au revoir et à la prochaine séance.